bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous étiez venu la dernière fois pour nous parler de private equity. On peut retrouver facilement la vidéo. On la remettra d'ailleurs en lien en bas de cette vidéo. Là, en expert des sujets pointus que vous êtes, Philippe, vous venez nous parler d'un autre investissement pas forcément accessible pour un investisseur particulier, les infrastructures. Alors forcément, comme la dernière fois, il va falloir déjà nous expliquer ce qu'englobe ce terme d'infrastructure. Moi, je pense spontanément aller des ports, des routes, des choses comme ça, quoi. Exactement, on est dans ce qui fait le côté développé ou pas d'un pays. On a ici dans le panel des infrastructures, les routes, les infrastructures portuaires, tout ce qui sert au réseau d'acheminement d'énergie, l'eau, les transports, enfin tout ce qui fait vraiment la définition d'une ville moderne, d'un pays moderne. Bon, alors les infrastructures, j'ai bien compris la définition. C'est généralement l'État qui finance ce genre de grands projets, pas forcément l'investisseur privé. Comment, en tout cas, l'investisseur individuel, lui, peut y trouver justement une opportunité d'investissement? Alors effectivement, le rôle de l'État est toujours très important. Ouais. Comme je le disais en intro, on voit bien que ça participe à l'essor d'un pays que d'investir dans les infrastructures. Donc évidemment que les États sont très précautionneux d'entretenir ce qui se passe du côté infrastructure. Alors néanmoins, ils ne peuvent pas tout assumer en termes de dépenses sur ce sujet. Surtout qu'ils sont déjà bien endettés. Ils sont parfois endettés, et en tout cas, c'est presque une tradition historique, en particulier en France, de faire participer le privé à ce type d'effort. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez bien connu, effectivement, notamment en France. Donc le privé participe à ce type d'effort. Ok, je vois toujours pas bien comment, à un moment, l'investisseur individuel va pouvoir s'insérer là-dedans. Oui, vous avez raison, parce qu'on parle de quoi? On parle d'investissements qui sont sur un horizon très long. Les infrastructures, par définition, ça va s'amortir sur le long terme. Il faut du temps pour les construire aussi. Très coûteux. On est sur des montants parfois pharaoniques, en tout cas très conséquents, sur le montant. Et puis évidemment, la liquidité associée à tout ça, elle est nulle. On rentre là-dedans et puis on signe pour plusieurs dizaines d'années. Très compliqué d'arriver en tant qu'investisseur particulier, ou en tout cas de taille plus modeste, dans cet écosystème. Justement, quand vous me parlez de ça, Philippe, ça fait un écho direct au private equity dont on parlait la dernière fois, finalement. C'est un peu le même type d'investissement. C'est ce qu'on recherche, à faciliter l'accès, même pour des investisseurs de taille plus modeste, sur des sujets qui sont habituellement d'ordre confidentiel, réservés à des acteurs plus importants. Bon alors Philippe, grâce à vous, j'ai compris le comment, mais il me manque encore le pourquoi. Pourquoi c'est aujourd'hui intéressant d'investir dans cette thématique des infrastructures? Oui, alors effectivement, si on reprend le mécanisme initial, on est sur une logique de projet. Donc les investisseurs, les grands investisseurs que je mentionnais tout à l'heure, sont des co-investisseurs du projet, parfois assis à côté de l'État, parfois non, etc. Mais on est un peu dans cette organisation-là, donc le nombre de places est très resserré. Sur le comment on investit, ici, on va aller chercher plutôt à être investisseur sur des acteurs cotés, qui sont en liaison directe avec ce type de projet. Donc on ne va pas être investisseur direct sur le projet, mais investisseur sur un panier de valeurs, un panier d'actions. Alors justement, les investisseurs individuels qui nous regardent, qui ont eux aussi envie de capter le potentiel de croissance de ce marché de l'infrastructure, quelles sont leurs possibilités? Alors, d'abord, ce qui va les encourager, ce qui va être le ressort de ce genre de choix d'investissement, ça va être des grandes tendances lourdes qu'on observe, je dirais de manière globale, en particulier en Europe, mais pas que. Donc il y a bien sûr la dimension progrès technologique, c'est un moteur évident, on sait que ça participe à la transformation notamment du paysage urbain. On a tous connu l'épisode du Covid avec le besoin d'être connecté à la fibre, etc. Donc c'est ça aussi les infrastructures, c'est des tours de télécom, c'est des réseaux de fibres. C'est le réseau qui est associé derrière. C'est parfois ce qu'on ne voit pas. Quand on parle du e-commerce et des petites commandes qu'on fait chez soi, il faut derrière de la logistique, il faut de l'entrepôt, il faut des acheminements complexes et réguliers. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on englobe dans l'infrastructure et c'est déjà une tendance, c'est ce qu'on appelle le progrès technologique. Il y a une deuxième
tendance importante sur laquelle on peut insister aujourd'hui, c'est la transformation démographique. On a en particulier une forme de vieillissement de la population, et il faut le prendre en compte dans ces investissements en infrastructure. Il faut de la santé. On sait aussi, on l'a connu dans l'épisode des dernières années, l'absolue nécessité d'avoir des infrastructures de santé solides, capables d'affronter ce genre de situation. Ça aussi, ça fait partie des infrastructures. Et puis le dernier volet, mais pas des moindres, c'est ce qui se passe au niveau climatique. Et là aussi, les infrastructures ont un rôle à jouer, je pense bien sûr, à l'acheminement des énergies. Ouais. Alors, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, vous m'avez dressé un portrait hyper complet, assez convaincant du potentiel des infrastructures. Comment, quand je suis investisseur individuel, je peux essayer d'en profiter? Alors, en profiter, c'est le terme, mais toujours avec la dimension... la bonne connaissance du risque. La maîtrise du risque. Ouais. Alors, le premier coussin, comme je le dis souvent, le premier coussin amortisseur des risques, c'est la diversification, la bonne diversification. Alors, ce qu'on recommande avant tout, c'est d'avoir des paniers de valeurs très diversifiés en type de projet, en géographie, en secteur, etc., etc. Ça, c'est pour assurer quand même une forme de lissage des risques. Alors, si on peut compléter là-dessus, il faut ajouter également la dimension de la liquidité. Quand on rentre dans un produit de type fonds ou ETF, de type infrastructure, on va bénéficier des caractéristiques habituelles de cette liquidité, ce que vous n'avez pas du tout quand on remonte en amont dans la chaîne en étant investisseur sur le projet. Donc évidemment qu'on abandonne une partie de la performance liée à ces projets, mais aussi on récupère de la liquidité, et ça c'est vraiment pas mal. Ce qui allège une partie du risque. Ouais. On a des fonds qui peuvent correspondre à cet objectif? Alors oui, on a plusieurs fonds. Dans notre propre gamme, on suggère 3 possibilités aujourd'hui. Nous avons 2 ETF et un fonds actif. Les 2 premiers ETF que je mentionnerai pour aujourd'hui, ce sont tout d'abord tout ce qui tourne autour de l'urbanisation. Donc on parle de Smart City en anglais, pour décrire la cité intelligente, décrire la ville intelligente. Connectée. Alors connectée, qui tient compte de tous les paramètres démographiques que je mentionnais, la santé, l'éducation, la facilité de se transporter d'un endroit à un autre, avec des conditions, je dirais, à peu près agréables en termes climatiques. Voilà. Donc ça, Smart City, premier thème. Deuxième thème potentiel, miser sur cette diversification que je mentionnais tout à l'heure. On peut aller chercher une logique globale. Ce serait l'idée d'avoir un maximum de diversification géographique pour bénéficier de toutes ces dynamiques autour des infrastructures au niveau mondial. Le troisième volet, pas des moindres, c'est le fonds actif que l'on propose, qui est de confier finalement à une gestion, une équipe complètement dédiée à cela, le choix d'aller vers tel ou tel type d'infrastructure, voire connecter avec de l'immobilier. On peut parler aussi parfois de développer de l'immobilier résidentiel. Ça fait partie de cette logique d'infrastructure. Et bien ça, c'est confié à une équipe qui est experte et qui va jouer sur les différents. Donc on a 2 ETF dans un cas, c'est ça, donc des fonds qui vont répliquer, comme vous l'avez dit, un panier d'indices. Et le dernier, c'est un fonds, on peut donner son nom, je crois que c'est le BSF Global Real Asset Security, c'est ça? Exactement, Real Asset pour actifs réels. Et ça me permet de rappeler qu'ici, une fois de plus, on est dans la recherche d'une connexion avec ce que on cherchait au départ dans des projets, c'est-à-dire le lien avec quelque chose de très concret. Des actifs physiques, des actifs réels. Justement, est-ce qu'on peut avoir des noms de sociétés pour rendre tout ça très concret dans lequel ce fonds est susceptible d'investir ou investit? Alors, je vais prendre des exemples qui, justement, ne sont pas français, parce que tout à chacun connaît les grandes valeurs françaises. Ce sera bon pour notre culture générale financière. Mais par exemple, en Allemagne, et je mentionnais le résidentiel en Allemagne, des acteurs comme Vonovia font partie de ce genre de panier. Et puis, vous avez également, dans l'univers de la gestion des autoroutes, Transurban, qui est une société tout à fait importante, qui participe au développement de ce type d'activité autoroutière. Vonovia et Transurban, effectivement, 2 sociétés que moi je ne connaissais pas à titre personnel. Voilà, c'est désormais un oubli qui est réparé. Philippe, si vous deviez résumer en conclusion l'intérêt d'investir dans l'infrastructure en une synthèse très courte, qu'est-ce que vous nous diriez?
Alors je crois vraiment que ça s'adresse à des investisseurs qui ont envie de compléter un portefeuille déjà constitué avec des choix très ciblés, des choix très marqués, qui ont envie de relier aussi leurs intentions d'investissement avec cette dimension actif physique, actif réel, hein, pour avoir à suivre peut-être des projets derrière, avoir des informations sur le développement de telle ou telle ville, de tel ou tel réseau portuaire, etc. Donc ça, c'est la dimension actif réel. Et puis, je dirais, de rappeler quand même qu'on est dans un univers des actions. Hein, donc les risques qui sont associés à ces supports sont de cette nature-là, avec la volatilité qui est associée. Hein. Ouais. Du risque, mais un beau potentiel. Et puis de l'investissement, au final, dans du concret. Voilà, c'est ça, le fait d'investir dans des infrastructures. J'espère que c'est désormais beaucoup plus clair pour vous qui nous regardez, avec à la clé des solutions pratiques, simples, expliquées par Philippe. Merci pour ces explications. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.